Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné avec Vincent. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien, toi? Très bien aussi. Cette fois-ci, nous allons aborder l'intelligence artificielle. C'est un article qui est paru dans le Isaka Journal qui s'appelle le Focus Point of Auditable and Explainable AI. Ça aborde beaucoup l'aspect de vérification d'auditabilité, en tout cas une espèce de anglicisme douteux, pour comprendre comment fonctionne ce DAI-là. Le RGPD a certaines exigences, la PS64 va en avoir aussi des exigences qui sont à comprendre comment cela fonctionne, que c'est pas une boîte noire qui prend des décisions qu'on comprend pas. Donc on a des exigences légales qui nous amènent à devoir comprendre comment ça arrive. L'article est très intéressant. Je suis pas super connaissant en AI. Je pense que ce que tu me disais, toi non plus, tu n'es pas super connaissant là-dedans, mais ça l'amène sur un certain nombre de questions très importantes et puis probablement même fondamentales. Comment ces éléments-là vont s'amener dans nos vies et comment cela va organiser nos vies, parce qu'on parle beaucoup de justice automatique, puis de décisions automatiques, puis des choses comme ça. Donc, c'est des éléments très importants. L'article découpe beaucoup d'éléments, là, entre autres de l'intelligence artificielle statistique, symbolique, puis au niveau du risque. Fait que ça fait un portrait un peu général à l'article. Fait que je vais te laisser aussi pouvoir exprimer, toi, comment tu l'as perçu. Puis on va débattre sur ça. Oui, merci. En fait, comme tu as dit, j'ai pas beaucoup d'expérience en intelligence artificielle, mais j'avais des connaissances, je veux dire, de base, mais j'ai jamais audité ou vérifié un algorithme qui aurait été utilisé. Puis en fait, c'est l'angle puis en fait, toutes les explications approfondies que l'auteur amène, les références, il y a plusieurs références dans le document. J'ai trouvé ça hyper pertinent. J'invite les gens à regarder les références. On a tendance à oublier les références parce qu'elles sont en bas de page. Mais honnêtement, dans cet article-là, je les ai trouvés très intéressants. Non seulement j'ai trouvé l'article intéressant, mais les références sont pertinentes sur, par exemple, le type de questions à se poser quand on se fait vérifier ou auditer. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé l'article, au point que, écoute, j'étais allé voir, j'ai fait une recherche sur l'auteur, en fait. J'étais impressionné. Oui, ben c'est intéressant de toute façon. Puis il y a beaucoup de sujets qui sont très pertinents qui m'ont ouvert l'esprit à ce que c'était au lieu de mon simple préjugé très standard sur du AI ou machine learning, puis c'est juste une affaire comme ça. C'est juste une analyse statistique puis blabla. Finalement, oui, l'analyse statistique, elle est là. Puis elle s'appuie sur les lacs de données, ça c'est une chose. Il y a quand même l'analyse symbolique, l'intelligence symbolique qui est autre chose, qui est plus ancienne, puis qui est plus basée algorithmiquement parlant, plus compréhensible pour l'humain. Contrairement à l'analyse statistique où tu fais juste lancer ça, justement, tu déverses un lac de données puis tu espères qu'il va sortir quelque chose. Puis justement, tu avais fait remarquer en pré-show le fait justement de déverser ça a des conséquences. C'est très important de les comprendre parce que ça a des impacts très importants sur le fonctionnement. Effectivement, l'auteur mentionne les limitations, je veux dire les enjeux ou les défis de chaque modèle. Puis c'est entre autres un des volets de l'article qui est intéressant, c'est d'avoir un peu catégorisé les types d'intelligence artificielle. Donc évidemment, c'est pas lui qui les a catégorisés, mais encore là, il donne les références. Et il les explique très bien. Il y a même moi, je suis une personne très visuelle, donc il y a même des petits graphiques. Et comme tu as mentionné, il y a différents types d'algorithmes d'intelligence artificielle, des plus complexes, des plus simples, entre guillemets. Puis, il parle justement des paramètres ou des conséquences à utiliser un modèle versus un autre. Puis il donne en fait des pointeurs en tant qu'auditeur, vérificateur, pardon, de quoi regarder, quelles questions poser, sous quel angle. Je pense qu'il y a même il y a un endroit où il parle des 7 facettes qu'un auditeur devrait regarder ou devrait avoir une surveillance en fait.
Ouais, ben, Yaman, c'est ça, genre l'algorithme, les données, l'objectif, le outcome, qu'est-ce qui en sort, la Ouais. conformité, l'influence et l'usage. C'est bien intéressant que tu mentionnes, parce que j'avais lu un article, euh, pas par rapport à celui-là, mais je le mettrai dans les show notes, justement, qui parlait de l'influence des données, le sigle et les données d'initiation à l'algorithme, pour rendre plus statistique dans ce cas-ci, sur les résultats de ce que ça a. Puis, il y a eu beaucoup de gens qui ont contesté la valeur, la partialité l'impartialité de ces algorithmes-là. Entre autres, aux États-Unis, ils mentionnent beaucoup que les personnes noires justement sont discriminées davantage parce que les algorithmes ont été entraînés à l'ère de l'homme blanc, finalement. Fait comme c'est l'homme blanc qui entraîne l'algorithme a un biais de l'homme blanc qui est associé à ce genre de choses-là. Puis une étude qui est plus loin que ça, qui est justement établi que si les données d'initiation, disons, le premier batch, ce qui a commencé, est biaisé dans un sens, ça va biaiser de façon inaltérable l'algorithme ensuite. Donc, l'intelligence artificielle va toujours maintenir ce biais-là tout le long de sa vie. Donc, c'est très important. Puis c'est là où, justement, les vérificateurs jouent un rôle très important de venir s'assurer que l'initiation, un peu comme la cérémonie des clés au niveau du PKI, mais que la cérémonie d'initialisation de l'intelligence artificielle soit justement neutre, parce que l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est un ajout, et que celui-ci demeure là. Puis d'ailleurs, ces questions-là sont franchement très importantes, puis très pertinentes. Oui, effectivement. Même que dans l'article, il parle de justement des modèles qui auraient été développés avant la COVID. Puis que suite à la COVID, les impacts sur certaines industries, certains systèmes pourraient faire en sorte que le modèle est plus efficace. Donc, si on fait juste penser à l'achalandage des transports en commun, évidemment, le modèle avant la pandémie est pas applicable pendant un confinement. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser en tant qu'organisation, quand on implante un modèle d'intelligence artificielle, d'avoir les mécanismes en place pour remettre en question juste au bon moment notre modèle s'il y a quelque chose comme ça qui survient, qui pourrait faire en sorte qu'on est impacté ou qu'il y a l'efficacité ou les résultats dont l'auteur parle, là, les résultats, les objectifs sont atteints ou ne pourraient pas être atteints à cause de ça. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Puis ça met en lumière aussi que ces algorithmes-là ou l'intelligence artificielle est à terme très rigide une fois qu'il a été entraîné. Puis justement, l'exemple que tu mentionnes, pré-COVID, post-COVID, est un bel exemple de ça, de l'incapacité à s'adapter à travers le temps de l'intelligence artificielle. Donc, ça démontre aussi la limite que ça a, puis justement de faire très attention que ces algorithmes-là ont justement ce genre de limitation-là. La COVID est un bel exemple de changement drastique dans le comportement sociétal, mais il y a d'autres choses aussi, d'autres changements qui s'opèrent dans nos sociétés que ne faudrait pas que ces algorithmes-là soient figés à une autre époque, justement pour les compagnies privées qui doivent utiliser et qui vérifient. Ça peut les mettre dans des positions hasardeuses, puis même les rendre susceptibles des poursuites pour discrimination ou d'autres éléments très nuisibles finalement pour l'organisation. C'est évident que les modèles d'intelligence artificielle, ils évoluent, je veux dire, l'applicabilité de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui est, comme tu dis, est peut-être limitée, est peut-être pas adaptable. On s'entend que je veux dire, la recherche puis les méthodes autour de l'intelligence artificielle continuent d'évoluer, puis l'auteur touche un peu à ça, c'est que l'objectif de l'intelligence artificielle est d'avoir quasiment une conscience en soi et d'être quasiment aussi efficace qu'un être humain. Puis, je veux dire, d'avoir une super intelligence finalement. Et peut-être que rendu là, l'intelligence artificielle va être capable de s'adapter, comme tu mentionnais, mais il reste quand même qu'il faut mettre des barèmes. Puis évidemment, le barème le plus important, c'est, je dirais, la sécurité des gens, la sécurité la sécurité des gens. Donc, on veut pas. Je me souviens d'avoir lu un livre qui a été écrit en 1984 de Isaac Asimov, dans lequel il élaborait les règles
finalement des robots qui ne. Puis je pense parmi les 3 règles de base, la première, c'était il faut pas que tu tues un être humain. c'est encore vrai aujourd'hui. Puis je dirais que c'est encore plus vrai avec l'application qu'on fait de l'intelligence artificielle si on fait juste penser aux autos automobiles, peut-être aller plus loin dans les moyens de transport, etc. Là. Donc, tu as raison que les modèles d'aujourd'hui sont plus limités, puis peuvent être biaisés à cause de ça. Mais même je vais dire, les futures intelligences artificielles, faut qu'ils soient vérifiables à l'intérieur des barèmes qu'on leur donne. Ce qui est quelque chose qui est futuriste comme en tout cas du point de vue que moi je suis, parce que comme je disais, j'ai pas d'expérience nécessairement avec l'intelligence artificielle, c'est pas appliqué beaucoup. J'ai pas fait d'audit à l'époque, il y en avait pas. Là, donc, en tout cas, c'est super intéressant, puis ça donne des idées en fait. Oui, ben c'est ça, mais c'est parce que justement, il faut distinguer le fait que ça apporte un aide à la décision, puis la capacité de vérifier, parce que comme humain, on a besoin d'expliquer qu'est-ce qui sous-tend la décision, puis on a ce besoin-là, ou peut-être cet inconfort-là de savoir qu'une machine ne prend des décisions sans qu'on sache pourquoi elle est arrivée à cet élément-là. Puis c'est pour ça que le point de vue législatif, au niveau RGPD, la PS64, puis même la C27, viennent quand même couvrir davantage ces aspects-là parce que ça exprime l'inconfort de se faire contrôler par une machine qu'on ne comprend pas puis qu'on croit, puis je crois que c'est encore légitime, qui n'est pas capable d'avoir le compas éthique que l'humain a présentement. Donc, on n'est pas capable de répliquer ça encore dans la machine. Donc, on doit quand même s'assurer d'avoir des éléments. Puis au niveau des entreprises privées, oui, j'imagine que les compagnies aériennes, entre autres, les compagnies bancaires, systèmes financiers, on doit l'utiliser énormément. Puis même, je pense qu'il y avait c'est Dale qui est sorti aujourd'hui. Ils sont capables de recréer des images à partir d'intelligence artificielle. Dans un point de vue artistique, c'est tel que tel. OK, les artistes il y a certains créneaux d'emploi qui vont être impactés par ça, vont être touchés par ça. Cependant, est-ce que ça amène un risque à la vie humaine? Non. Mais dans un cas, disons, d'un pilotage d'avion qui est contrôlé par un AI, là, j'ai un malaise parce qu'on ne sait jamais comment ça peut arriver. Puis, juste pour nos expériences personnelles avec l'informatique qu'on a, à quel point la fiabilité est pas tout le temps là. Si c'était mon ordinateur personnel qui pilotait un avion, je serais très inquiet. D'un coup, qui plante en plein milieu puis décide de rebooter parce que ça fait juste ça lui tente. Je serais très inquiet de voir tout ce qui peut en sortir de tout ça, puis justement d'être capable de vérifier puis s'assurer que les surconduits sont là, les mesures de sécurité sont là pour protéger, aux mesures de sûreté, protéger l'humain, sont vraiment là. Au-delà de la règle d'Asimov qu'on a vue dans certains films qui sont amusés à l'exploiter au maximum et à des fois à montrer un peu l'absurde dans certains axes de cette règle-là. Mais il demeure que, biologiquement, tous les êtres vivants ont une espèce d'instinct de survie et ont un instinct de ne pas d'empêcher de détruire son prochain aussi. Là. Fait que c'est un geste anormal, donc de ce moment-là, s'assurer que l'intelligence artificielle ait ce genre de réflexe qu'on appelle éthique maintenant. Mm-hmm. Oui, d'ailleurs, l'auteur mentionne qu'il y a une étude, je crois, là, qui dit que je pense que c'est 60% ou 61% là, des conseils d'administration qui n'ont pas une compréhension adéquate de l'éthique de l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est un des points que moi j'ai noté parce que je me suis dit, effectivement, je vais dire, la sensibilisation des conseils d'administration est importante, elle est difficile et lente à se produire. Donc, c'est probablement quelque chose qu'il faut commencer dès maintenant, je vais dire, par petites bouchées. Parce que Dieu sait que juste avec la sécurité, ça a pris énormément d'années. Donc, quand on pense à l'intelligence artificielle, c'est encore plus, je pense, lointain en termes de réflexion peut-être d'un membre de conseil d'administration. Donc, je pense que c'est un des volets que moi j'ai retenu, en tout cas. Je pense que c'est effectivement important de commencer peut-être la discussion maintenant sur tout ce qui est technologie émergente, transformation numérique, mais surtout
technologies émergentes. Oui, c'est très important parce que ça va modeler comment nos organisations et comment nos systèmes vont se développer à l'avenir. Puis j'espère qu'on ne tombera pas peut-être dans l'errance qu'on a eue avec la cybersécurité où ça nous a pris énormément d'années avant d'avoir un minimum de maturité au niveau du conseil d'administration. J'espère que ça va arriver beaucoup plus vite avec l'intelligence artificielle. Puis de même chose, de même titre, le quantique aussi, ils vont avoir un réveil face à ce genre de choses-là, qu'on ne soit pas encore à la remorque, qu'on ne soit pas encore pris à devoir corriger le tir plus tard, s'assurer que justement on n'a pas eu d'errance dommageable pour les entreprises et pour les humains qui la composent. Je pense je suis peut-être un optimiste, là, mais je pense qu'on est quand même mieux placé parce que les technologies ont leur place maintenant, autant dans les organisations. On a une maturité, je vais dire, générale en termes de technologie. On a les structures, on a les groupes professionnels, un peu comme ISACA. On a des organismes, je vais dire, au sein de l'Union européenne. On a des entités de gouvernance autant internationales que nationales pour pousser ces idées-là de l'avant. D'ailleurs, l'auteur fait référence à des documents, à des documents d'organismes internationaux qui ont déjà pensé à ça, en fait. Donc, c'est déjà bon signe de cet angle-là. Je pense que c'est rendu, je vais dire, à tout un chacun d'amener ce sujet-là dans son organisation pour mettre la visibilité sur ces éléments-là. On parlait de l'Union européenne, il y a évidemment ISACA qui a produit l'article dont on parle aujourd'hui. Donc, je pense que c'est de mettre la lumière sur ça pour que les gens autour de vous, autour de nous, en aient pleine conscience. Absolument. Puis je pense que le défi qui va nous habiter, puis là, ISACA est un bon porteur pour ce genre de choses-là, c'est justement de développer des façons d'auditer ça, de nous donner des structures, des moyens, des capacités à aller vérifier justement pour qu'on ait une capacité, qu'on utilise une autre intelligence artificielle pour auditer une intelligence artificielle, peu importe le moyen qui va être fait, c'est justement de donner une forme de certitude, de conformité, d'éléments comme ça. Puis je pense que déjà qu'on voit que ISACA s'intéresse déjà en diffusant des articles très pertinents sur le sujet, je pense qu'ils vont être justement un bon véhicule pour ramener la réflexion, de cheminer, puis que les gens très brillants qui produisent ce genre d'articles-là, puis justement contribuer et développer des frameworks qui vont nous aider, tout ça et chacun, à progresser et à vérifier que ces dits algorithmes-là nous arrivent à l'objectif qu'on veut, là. Exact. D'ailleurs, je viens de voir, petit aparté, le terme auditabilité, là, en français, c'est vérifiabilité. Bon, ben je vais avoir un nouveau mot à mon vocabulaire pour justement arrêter d'utiliser d'anglicisme douteux pour exprimer des concepts comme ça, là. On est consistant ou constant dans notre jargon. On parle d'un vérificateur. Donc, absolument. Moi, ça fait vraiment le tour que cet article-là m'avait apporté. Est-ce que tu as des éléments qu'on n'a pas couverts que tu aimerais discuter? Non, je pense qu'on a fait le tour, mais j'invite les gens à lire l'article. Très intéressant. Honnêtement, chapeau à l'auteur. Super. Ben, merci beaucoup. C'est encore très intéressant de discuter de ces jeux-là avec toi. Puis on se dit à la prochaine. Merci de l'invitation. À la prochaine.